Bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la nouvelle présidente, chère Annie Genevard, félicitations. C'est un honneur pour la Bourgogne-Franche-Comté de voir l'ANEM présidée pour la première fois par une élue de notre région et voilà, de notre principal massif de montagne qu'est le Jura. Madame la nouvelle secrétaire générale, chère Janine Dubié, je ne sais pas, Janine n'est plus parmi nous ? Alors, je la salue quand même, et je la félicite également pour son élection. Je salue également Marie-Noëlle Battistel. Merci Marie-Noëlle pour ton engagement ces dernières années au service de notre cause commune. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, initialement, ce qui était prévu, ce n'était pas que ce soit le vice-président en charge de la montagne qui s'exprime ici devant vous, mais c'était que ce soit la présidente de région, Marie-Guide Dufay. Mais comme elle a tenu à venir vous l'expliquer elle-même hier, ce midi, elle est invitée à un déjeuner par le Premier ministre. Celui-ci, en effet, a invité à déjeuner tous les présidents de région suite à ce qui s'est passé au Congrès des régions de France à Marseille il y a quelques semaines et à cet appel de nos trois grandes associations d'élus, AMF, ADF et ARF, pour manifester leur désaccord sur certains points de relation entre l'État et les collectivités locales. Donc je suppose qu'Édouard Philippe avait sans doute quelque chose à se faire pardonner. Voilà, donc c'est à moi qu'il revient ce grand honneur de vous dire quelques mots. Alors c'est un honneur pour la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un honneur personnel parce que je suis élu de la plus petite zone montagne de France, le Morvan. Et dans le Morvan, on s'est toujours interrogé, plus petite zone montagne de France, tant en surface qu'en altitude. Et dans le Morvan, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on est une vraie montagne ou pas ? Et je salue mon collègue du Morvan, Jean-Claude Noaillet, que j'ai vu. Jean-Claude, je ne sais pas où tu es. Parce que Jean-Claude, voilà, tu fais partie de ces élus du Morvan qui ont toujours bataillé pour faire valoir ce statut de zone montagne. Et je dois dire que depuis 2 ans et demi que j'assure ces fonctions à la région et que je suis impliqué parmi vous, à l'ANEM, dans les comités de massif, au CNM, vraiment, je suis le plus heureux des hommes. C'est un bonheur de travailler parmi vous. Ce qui a été évoqué, ce qui est évoqué en permanence, c'est ce fameux esprit de la montagne. Eh bien, je n'ai aucun doute, le Morvan est bien une montagne parce que cet esprit, nous le partageons. Ce que tu disais, Marie-Noëlle, cette franchise, ce côté de caractère entier, eh bien, ça, il n'y a pas de doute. Dans le Morvan, les Morvandiaux sont bien des montagnards. Et nos sujets de préoccupation, vraiment, nous les partageons complètement. Et maintenant, il n'y a plus de doute que le Morvan fait partie de cette grande famille de la montagne. Et voilà, je vous remercie de nous avoir accueillis. Alors maintenant, pour parler plus largement de la montagne en Bourgogne-Franche-Comté, parmi toutes les régions de France, toutes n'ont pas la chance d'avoir une zone montagne, tout d'abord. Certaines n'ont que du plat pays, pour citer Jacques Brel. Et pourtant, que la montagne est belle, pour citer Jean Ferrat. Et parmi toutes ces régions, il n'y en a que 3 qui ont deux régions qui ont 3 zones montagne. Bien entendu, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus montagneuse de France, avec les Alpes, le Massif central et le sud du Jura. Mais la deuxième région qui a 3 zones montagne, c'est la nôtre. Nous avons l'essentiel du massif du Jura. Nous avons le sud des Vosges. Alors je salue bien entendu tous les amis et collègues jurassiens ici présents. Je salue aussi ceux qui sont du Vosges, notamment Laurent Seguin, le président du parc naturel régional. Et puis, comme je viens de vous l'expliquer, il y a ce petit Morvan qui est l'extrémité nord-est du massif central. Ce qui fait que je suis le seul élu de France à siéger dans 3 comités de massif. Cette montagne, Marie-Guide Dufay vous l'a dit hier, nous considérons que c'est une chance pour notre région. Certes, l'esprit de la politique montagne, c'est de compenser des handicaps, mais c'est surtout de dire que c'est une chance, il y a des atouts à valoriser. C'est l'essence même de la politique montagne. La région y est engagée de différentes manières. Déjà, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que toutes les zones de montagne, naturellement, bénéficient de toutes les politiques de la région, voilà pour tous les territoires, mais que le principe même de la politique montagne, c'est que c'est du plus. C'est en plus de tout ce qui existe. Et les engagements financiers, enfin, je ne dirais pas seulement de la région, mais de toutes les collectivités, l'État et l'Europe à travers le FEDER, sur la période 2015-2020, c'est 200 millions d'euros en plus sur les territoires de montagne en Bourgogne-Franche-Comté. Donc la région est engagée, tient ses engagements dans ses politiques de massif. La région est également engagée dans une coopération, alors cette fois-ci transnationale. C'est la SUERA, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Et là, je salue ma collègue conseillère régionale Liliane Lucchesi, qui a en charge ce sujet-là au conseil régional.
Et puis, troisième étage, nous allons commencer d'y travailler. C'est l'objectif de l'année 2019, c'est qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on puisse afficher une véritable politique montagne. Donc les engagements politiques de massif, on les fait, l'engagement de la SPERA, on le fait, mais on estime qu'on peut sans doute faire un peu plus. C'est ce qu'a exprimé la présidente hier. Nous allons travailler avec l'ensemble de l'exécutif, là aussi pour réexaminer l'ensemble de nos politiques et voir là où on peut faire un peu plus, un peu mieux sur toutes les différentes politiques sectorielles pour favoriser les territoires de montagne. Voilà ce que je pouvais dire donc, sur la place de la montagne en Bourgogne-Franche-Comté. C'est grosso modo 30% du territoire, 20% de la population. Maintenant, j'aimerais faire deux zooms. Dans ces trois zones de montagne, il y en a quand même une qui est un peu plus importante que les autres, c'est le Jura. C'est la plus grande, c'est la plus haute, c'est la plus peuplée. Et c'est là que nous avons... je disais que la montagne est belle, certes, mais quand elle est blanche, elle est magique. Et nous avons nos deux stations de sport d'hiver les plus connues, et je salue le représentant, c'est Métabier, je salue Philippe Alpi, qui est président du syndicat mixte, et puis je salue aussi Bernard Mamet pour la station des Rousses. Bernard, je ne sais pas où tu es, il est là. Salut Bernard. Voilà. Donc nous avons cette chance nous n'avons pas la haute montagne chez nous, mais nous avons quand même une altitude suffisante pour avoir cette magie de la montagne blanche. Et tu sais Bernard, j'y suis très attaché, j'ai un attachement personnel avec les Rousses, parce que si j'ai appris à faire du ski de fond chez moi dans le Morvan à l'âge de 5 ans, en revanche je suis monté sur des skis alpins pour la première fois de ma vie à l'âge de 10 ans aux Rousses. Et nous avons, et à ce titre, donc nous allons avoir le grand honneur d'accueillir là aussi un projet de coopération transfrontalière, un véritable projet montagnard s'il en est, c'est l'accueil des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver 2020. Ces JOJ étaient organisés à la base par la Suisse, ce sont les JOJ de Lausanne, mais nos voisins suisses ont souhaité collaborer avec nous, et donc nous aurons l'immense honneur d'accueillir à la station des Rousses, sur Stade des Tuffes, les épreuves de ski nordique, donc biathlon, saut tremplin, et puis aux Rousses également, où nous avons le Centre national de ski nordique et de sport de moyenne montagne. Donc voilà, ce qui est la marque de fabrique de notre région, notre spécificité, c'est ça, c'est que nous sommes la Mecque du ski nordique en France. C'est une grande fierté. Puis dernière chose que je souhaitais vous dire, dans toutes ces zones de montagne françaises, il y en a une où il y a une spécificité, c'est le Massif central, parce que c'est la plus grande en surface, et c'est celle où il y avait à l'origine 6 régions. Et il y a 10 ans, il y a un outil qui n'existe nulle part ailleurs, dans un autre massif. Les 6 régions de l'époque avaient créé un groupement d'intérêt public. Et ce groupement d'intérêt public avait été constitué pour fédérer l'action de ces 6 régions, pour parler d'une seule voix, et notamment face à l'État. Et ce GIP, c'est une présidence tournante qui avait été prévue dès sa création. Et donc j'ai le grand honneur, depuis le mois de juillet, de présider ce GIP pour les 2 années qui viennent. Et avant de prendre ses fonctions, début juillet, j'ai souhaité rencontrer celui qui en avait été l'initiateur. Moi, c'est un peu ma façon de fonctionner. Je considère que voilà, nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers, nous ne sommes que de passage. Et il est important, quand on réfléchit à notre action publique, de comprendre aussi ce qu'ont fait nos prédécesseurs, dans quelle philosophie ils s'inscrivaient. Et donc je suis allé rencontrer René Souchon. René Souchon, ancien président de la région Auvergne, donc, qui était l'initiateur de ce GIP. Et en fait, grand bien m'en a pris, parce que quand j'ai rencontré René Souchon, il m'a appris chose que je ne savais pas. Je savais qu'il avait été le seul ministre de la forêt de l'histoire de France entre 1983 et 1985 sous François Mitterrand. Chose que je ne savais moins, c'est qu'il était le père de la loi montagne de 1985. Et il m'a délivré un message, et c'est ce message que je souhaiterais vous faire passer aujourd'hui. Il m'a dit surtout, ne lâchez rien. Cette loi montagne, ça a été une lutte. C'est un acquis qui a été difficile, et c'est un acquis qui n'est pas éternel, c'est un combat permanent. Ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous, notamment Marie-Noël tout à l'heure. Il est important de faire valoir en permanence nos spécificités, nos handicaps, c'était l'esprit de la première loi montagne, mais aussi nos atouts et la chance que représente pour la France d'avoir ces beaux territoires de montagne, en termes d'attractivité touristique notamment. Donc ça, il ne faut jamais le lâcher. C'est le premier message qu'il m'a délivré, mais que je tenais à vous retransmettre. Ne jamais lâcher. Et en cela, on peut être content de cet esprit de la montagne, car j'ai bien le sentiment qu'on ne lâche rien. Il m'a dit aussi, ayez toujours une vision, regardez loin, projetez-vous loin dans l'avenir, il y a plein d'enjeux.
Et moi, la vision que j'avais il y a 30 ans, ben, forcément, elle est dépassée, ce n'est plus la même. Aujourd'hui, les grands enjeux, c'est que nous vivons un monde en profond bouleversement comme jamais nous n'avons vécu. C'est la mondialisation de l'économie, c'est la révolution technologique et numérique, et c'est le changement climatique. Voilà, donc là aussi, c'est dans l'essence des territoires de montagne, c'est soyons des laboratoires aussi de l'invention d'un nouveau modèle de développement. Soyons imaginatifs, soyons audacieux. Et pour terminer, n'ayons pas peur des territoires d'expérimentation. C'était le troisième message de René Souchon. Il m'a dit, c'est ce fameux article 8 de la loi Montagne de 1985. Utilisez-le. Il n'a quasiment jamais été utilisé. D'ailleurs, si on devait l'utiliser demain, on ne sait pas exactement comment l'utiliser parce qu'on n'a pas encore d'expérience. Mais je vous rappelle que nous avons la chance d'avoir cet article 8 de la loi de 85 qui nous permet d'expérimenter, d'adapter, le terme de la loi c'est adapter, à nos enjeux particuliers. Voilà. Donc, moi, j'ai bien noté ce qu'a dit notre ministre hier soir. Pour ceux qui étaient là, à la fin de son propos, il a évoqué ce droit d'adaptation. Il a souhaité qu'on y travaille. Il nous a dit qu'il ne suffisait pas de le revendiquer, mais encore fallait-il avoir des choses à proposer. Moi, il n'y a pas de problème, je le prends au mot. Des idées, j'en ai, que je souhaite porter avec vous tous. Avec l'ANEM, avec la Fédération des parcs naturels régionaux aussi, sur les enjeux de gestion des paysages, parce que nous, aujourd'hui, en France, quand on veut toucher un arbre, on peut être concerné par 9 codes différents. Et on arrive dans une situation paradoxale où on a à la fois un empilement réglementaire, d'une grande complexité, d'une grande lourdeur, et à la fois on se rend compte qu'on est souvent désarmé pour gérer nos paysages. Quand je dis gérer nos paysages, c'est pouvoir agir sur les coupes à blanc en forêt, qui souvent abîment nos paysages, c'est aussi pouvoir travailler sur la répartition agriculture-forêt et sur la question de la déprise agricole, de l'enfrichement et de fait aussi du défrichement. On a 3 réglementations en fait qui sont conjointes mais qui ne sont pas pilotées et donc voilà, je vous le dis, chers collègues, je souhaite que nous puissions travailler, utiliser cet article 8 de la loi Montagne pour avancer, pour inventer de nouveaux outils à la fois plus simples mais aussi plus efficaces. Et alors, je vois que monsieur le secrétaire général de l'administration régionale prend des notes. Nous avons rendez-vous bientôt pour en parler à l'échelle régionale. Et après, voilà, on essaiera de faire en sorte qu'on puisse être laboratoire et porter ce sujet à l'échelle nationale. Voilà, j'en ai terminé, chers amis. En conclusion, vraiment, la montagne est belle et l'esprit de la montagne est beau. Ça a été évoqué par tous, encore à l'instant par Jean-Marie Binetruy. Vraiment, ne perdons pas ça. C'est sans doute le fait d'être montagnard qui fait que nous avons de la hauteur de vue. Et cette hauteur nous a toujours permis de passer au-dessus des clivages partisans. C'est très précieux. Surtout, ne perdons pas cela. Moi, je trouve que le début de matinée, ce qui a été dit est assez regrettable. Ça n'est pas l'esprit de l'ANEM. Donc, que vive la montagne. Vive la montagne en Bourgogne-Franche-Comté, vive Morteau, et surtout que vive l'esprit de la montagne. Je vous remercie.